Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous allons toujours continuer dans cette vidéo avec les prescriptions de dimensionnement et dispositions constructives des RPA 2024. On va voir aujourd'hui donc le cas des sols et fondations. Donc, pour les RPA donc 2024 concernant les fondations, premièrement, donc, il faut une solidarisation des points d'appui concernant le bloc étudié. Donc, pour cela, donc, cette solidarisation doit être effectuée par la mise en place donc, de réseaux de longrines suivant les deux directions, c'est obligatoire. Les dimensions minimales de ces longrines, donc, c'est en fonction de la catégorie des sols. S2 S3, donc, c'est 25 par 30, et la catégorie S4, c'est 30 par 30 cm. Ces longrines doivent être calculées sous une nouvelle formule, donc, qui est donc plus ou moins alpha IS fois N, et qui doit être supérieur ou égal à 20 kN. Alors que dans un RPA 2003, donc cette formule était de N sur alpha supérieur ou égal à 20 kN. Donc on retrouve toujours le coefficient donc, d'importance et le coefficient du site S. D'accord. Donc avec alpha, donc, il y a un coefficient qui ne dépend plus de la zone sismique, mais il dépend beaucoup plus du site, donc selon ses valeurs. Alors que en 2003, donc, il dépendait de la zone donc, sismique et du site, du type de site. Pour le ferraillage de ces longrines, donc le ferrage minimum est de 0,6% de la section avec des espacements donc minimum pardon, de 20 cm ou bien 15 filets. Cette solidarisation donc avec des longrines, elle est obligatoire sauf dans le cas donc des sols rocheux sains, c'est-à-dire les sols de catégorie S1 ou bien les sols S2 en zone 1. Donc, vous pouvez donc ne pas mettre ces longrines dans ces cas-là. Pour les structures légères donc type hangar, les longrines peuvent être remplacées par un dallage donc sur toute la surface. Et puis, pour les structures lourdes, c'est-à-dire les bâtiments élevés avec plusieurs blocs séparés par des joints, il est recommandé de supprimer les joints de fondation si le système de fondation et la qualité du sol sont les mêmes partout. Enfin, donc, à moins de 1,20 m donc, de profondeur, d'accord, les poutres du plancher inférieur peuvent être considérées comme des longrines. Au-delà de 1,20 m, donc, il faut des longrines obligatoires. Pour le voile périphérique, d'accord? La première des choses, c'est que on entend souvent donc des poteaux courts, surtout donc lorsqu'il y a des vides sanitaires. Lorsqu'il y a des poteaux courts, donc obligatoirement un voile périphérique est nécessaire, qui doit être contenu entre le niveau des fondations et le niveau de base. Ce voile périphérique n'est pas obligatoire en zone 1 de 3 pour les constructions individuelles ou bien pour les constructions dont la hauteur maximale et dont la hauteur totale ne dépasse pas 10 mètres. D'accord? En cas de joint, donc de rupture, le voile doit ceinturer donc chaque bloc. C'est-à-dire que chaque bloc doit avoir son propre voile, donc avec des joints entre les voiles ombres. L'épaisseur donc doit être au moins ou bien supérieure ou égale à 15 cm. Et bien sûr, le ferraillage, c'est deux nappes horizontales et verticales dans les deux sens avec un minimum de 0,10 pouces. Il ne faut pas qu'il y ait des ouvertures donc, importantes dans les voiles pour, euh, pour ne pas avoir une grande conséquence sur la rigidité de. Alors, pour la vérification des fondations, donc, on vérifie à la capacité portante. Pour cela, donc, on a déjà défini les différentes combinaisons d'actions qui agissent sur les fondations. Donc, ce sont les actions pour les fondations d'éléments verticaux et les actions pour les fondations communes longue. Donc, on a déjà parlé de ça, je pense, dans le chapitre 5, de façon générale. D'accord. Pour vérifier donc la capacité portante, bien sûr, on fait la différence entre les fondations superficielles et les fondations profondes. Dans les fondations superficielles, il faut prendre en compte un coefficient de sécurité de 2 dans l'application de la résistance limite du sol QL, d'accord? Et dans les fondations profondes, donc, il faut prendre en considération un coefficient donc, de sécurité globale gamma R dans la charge QL, donc, qui dépend du mode de fonctionnement du puits et de la méthode de détermination du QL. QL, donc, c'est la résistance limite en pointe et la résistance limite en frottement latéral. D'accord? Donc, le
Ce coefficient de sécurité QR pour les fondations profondes donc, dépend du type et de l'essai donc, de chargement. Donc, c'est soit l'essai statique, donc l'essai sur place, ou bien l'essai en laboratoire, donc pour définir les gamma R en compression ou bien en traction. Pour la vérification des fondations vis-à-vis du renversement et du glissement, donc, on en a déjà parlé donc, au chapitre 5 et au chapitre 10 pour le renversement et le glissement. Donc, il faut se référer à la stabilité d'ensemble du bâtiment et de l'ouvrage soumis à des effets de renversement ou de glissement. D'accord? Avec un coefficient de sécurité pour le renversement 1,3 et pour le glissement, donc 1,25. Maintenant, un des grands problèmes des sols donc, si vous voulez, et qui est bien prescrit cette fois-ci dans les RPA 2024, c'est le problème de la liquéfaction. Le problème de liquéfaction des sols est un problème donc, à prendre vraiment au sérieux pour la stabilité des fondations et des structures. D'accord? Alors, si vraiment on ne peut pas éviter la liquéfaction qu'elle existe, donc il faut faire très important, il faut passer par des investigations complémentaires très précises pour évaluer la résistance à la liquéfaction. Donc, différents types d'essais existent, donc, à titre indicatif. Donc, les essais SPT, les essais au périmètre statique, les essais pour les vitesses des ondes et glissements, et puis les essais des courbes granulométriques. Voilà. Donc là, le certificat liquéfaction du sol donc, va nous permettre de dire est-ce que il faut vraiment renforcer le sol ou bien est-ce qu'il y a donc une sécurité. Pour cela, donc, un coefficient de sécurité est utilisé en général et peut être calculé pour définir si le sol est liquéfiable. D'accord? Si ce facteur de sécurité Fs reste inférieur à 1,25, donc on peut dire que c'est un sol liquéfiable. D'accord? Ce facteur Fs est défini par le rapport de le taux de résistance à la liquéfaction et le taux de contrainte, donc de cisaillement dû au séisme. Donc, multiplié par un coefficient qu'on appelle le facteur de correction de magnitude. D'accord? Ce 7,5, donc, ça veut dire donc un séisme de magnitude 7,5. D'accord? RPA 2024 donc, détaille vraiment, de façon vraiment très claire et très détaillée, la procédure de calcul de CRR 7,5 et de CSR. Donc, je vous invite à se documenter donc, directement des RPA 2024 pour le calcul de ces deux coefficients. D'accord. Maintenant, on peut soit réduire, soit éliminer donc, le risque de liquéfaction. D'accord. Pour cela, il y a certaines donc, procédures, une certaine action à mettre sur place. Il faut que la nappe soit rabattue de façon permanente. Il faut que les couches liquéfiables soient densifiées par préchangement compactage dynamique, réaliser des drains pour améliorer la perméabilité et changer les couches liquéfiables par des matériaux agricoles. Voilà. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on réduit ou bien on élimine la liquéfaction, le type de fondation change. Il faut qu'il s'adapte donc aux nouvelles conditions donc, de sol. Maintenant, pour les pentes, d'accord, qui peuvent exister, ces pentes doivent rester stables pendant le séisme. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de l'instabilité donc, de ces pentes, sinon ça risque donc d'engendrer beaucoup de problèmes du point de vue structurel, surtout si les structures sont proches des pentes. D'accord? Donc, le calcul de ces pentes peut se faire avec deux méthodes, soit la méthode d'analyse dynamique, donc si vous voulez. Sinon, donc, sous certaines conditions, on peut utiliser la méthode statique équivalente. D'accord? Et si on utilise la méthode statique équivalente, donc, il y a deux coefficients donc, sismiques pour le calcul des forces horizontales pour vérifier la stabilité statique, donc, la stabilité donc, en cas d'absence de vérification, c'est ces coefficients, donc ces KH et KV qui sont définis par ces expressions-là, donc, en fonction de l'importance et du site. D'accord? Donc, ces coefficients-là sont utilisés, comme j'ai dit, pour le calcul des forces horizontales. D'accord? Maintenant, il se peut qu'il y ait un problème spécifique, donc topographique, où il y a une amplification par le type de pente. Donc, on utilise un coefficient qu'on appelle le coefficient d'amplification topographique STA4T. Donc, il y a une annexe donc, spéciale pour cette amplification topographique.
Enfin, donc, la pente, donc, si vous voulez, les pentes et les talus et versants sont vérifiés, donc, en prenant un coefficient de sécurité de 1,15 sur la résistance des sols concernés. Pour les ouvrages de soutènement, donc, que ce soit de béton armé, remblai, gabion, si leur hauteur ne dépasse pas 10 mètres, on peut utiliser la méthode statique équivalente. D'accord? Sinon, donc, si leur hauteur est supérieure à 10 mètres, donc, la méthode statique équivalente est interdite et il faut aller vers les méthodes dynamiques. D'accord? Donc, pour cette méthode statique équivalente, la même chose. Il y a donc une vérification de la stabilité en utilisant deux coefficients, donc le coefficient horizontal et le coefficient vertical, donc avec qui dépendent donc des types d'ouvrages, donc ouvrage flexible, semi-flexible, rigide. Quand on dit ouvrage flexible, semi-flexible, rigide, c'est-à-dire quel est le déplacement au sommet donc du soutènement, donc admissible, sa valeur donc admissible. Si elle est un peu plus grande, c'est flexible. Donc si elle est moyen, semi-flexible. Si elle est minime, ce déplacement au sommet, donc on dit qu'il est rigide. D'accord. La même chose, donc, s'il y a une amplification topographique, il faut donc en ajouter le coefficient d'amplification topographique à KH. Donc, bien sûr, ces ouvrages de soutènement sont soumis à une poussée et à une butée. Donc là, il y a une action de poussée et une action de butée. L'action de poussée est caractérisée par une poussée, donc, si vous voulez, actif, dynamique et globale, d'accord, qui est définie par la somme donc d'une poussée dynamique active, d'une poussée statique de l'eau et d'une poussée hydrodynamique de l'eau. Ça, c'est nouveau en 2024. Donc, cette poussée globale s'exerce à l'arrière du soutènement, d'accord, avec donc cette expression-là. Pour la poussée dynamique active, donc c'est cette version-là, qui dépend du coefficient de poussée dynamique KAE, qui lui-même donc dépend de cet angle θ-là. On va voir cet angle θ-là et dépend donc de la perméabilité du sol et du rapport des deux rigidités KH et Kφ. Donc on va le voir dans le tableau suivant. Donc cet angle θ, donc le phi', donc c'est l'angle de frottement interne. Et donc, c'est un angle de surface du remblai sur l'horizontal. D'accord? Donc là, en fonction de ça, on définit le KE. D'accord? Et on va l'injecter ici pour calculer le PA. D'accord? Puisqu'il y a un plus KV et un moins KV, donc en général, on prend le maximum des deux valeurs de PA. Dans le cas statique, c'est-à-dire lorsque les rigidités KH et KV sont nulles, le θ est pris 0 dans cette expression de KE, donc si vous voulez, pour avoir la valeur correspondante. D'accord? Ça, c'est le coefficient de poussée euh, la poussée active dynamique globale. Donc, pour les poussées statiques de l'eau et les poussées hydrodynamiques de l'eau, donc ces deux valeurs, donc, elles sont définies dans un tableau qui dépend, donc j'ai dit, surtout de la présence de la nappe, donc c'est-à-dire sol très perméable, imperméable, et ainsi de suite. Donc, il vous donne le PW ici et le PWS, donc ici, avec l'angle θ, comme j'ai dit tout à l'heure, qui dépend de la perméabilité. Et enfin, donc, vous avez le poids volumique du sol, gamma et 3. D'accord? Donc ça, c'est des valeurs qui sont tirées directement du tableau et on va l'utiliser pour calculer la poussée active dynamique globale. Pour maintenant la butée, donc on utilise la poussée passive dynamique globale de la même manière, donc c'est toujours nouveau en 2024. Elle dépend de la poussée statique active, de la poussée statique de l'eau et de la poussée hydrodynamique de l'eau. D'accord? Avec maintenant cette poussée statique active qui dépend du coefficient donc, de butée dynamique, lui-même dépend donc de θ, donc en fonction de la valeur de θ, et il va nous donner deux expressions KPE selon θ. D'accord. La même chose, donc 2A KV plus ou moins, donc on prend le maximum. Et puis dans le cas statique, toujours θ dans l'expression de KPE. Donc ça, c'est pour la butée et la poussée. Maintenant, pour les infrastructures rigides, ça c'est nouveau en 2024, donc c'est-à-dire très rigides, les infrastructures rigides, il n'y a aucun mouvement toléré par rapport au sol. D'accord? Donc on applique une poussée dynamique totale due à la poussée des terres. Le type PAE est égal à P0 plus delta PAE. D'accord? Donc avec les différentes expressions de P0, delta PAE, K0 et KH. D'accord? P0, c'est la poussée des terres au repos. Delta PAE, c'est l'incrément de poussée. Et K0, c'est le coefficient de poussée au repos pour un sol sable. D'accord? Donc ça, c'est nouveau concernant
des infrastructures rigides. Pour la vérification de la stabilité des ouvrages de soutènement, donc, on vérifie la stabilité globale et la capacité ultime. Donc, la stabilité globale, c'est l'ouvrage terrain en même temps, donc c'est la stabilité des pans. Et la capacité ultime, donc c'est concernant la capacité portante des fondations. D'accord? Dans ce cas, donc, pour la stabilité au glissement, on utilise 1,25. D'accord? Et la stabilité au renversement, on utilise 1,3. Enfin, les ouvrages sont vérifiés par rapport aux résistances, donc, et concernant donc les diverses parties du soutènement, ancrage, éléments structuraux, en tenant compte des coefficients de sécurité pour les matériaux utilisés. Voilà ça, donc c'est, je pense, concernant sur les fondations, donc c'est d'autres prescriptions et des dispositions constructives concernant les sols et fondations pour les RPA 2024. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.